Bonjour et bienvenue, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire que vous propose Hemming en tant que leader sur l'accompagnement des entreprises dans l'obtention de financement de l'innovation et de la recherche. Hemming se devait de vous proposer aujourd'hui un webinaire destiné aux entreprises innovantes. Crédit d'impôt recherche et bonnes pratiques pour améliorer le processus de gestion du CIR. C'est le sujet que nous abordons aujourd'hui avec nos deux intervenants que nous accueillons. Guillaume Lavoie, bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Et Fabrice Gallois, bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes tous les deux experts scientifiques et techniques en financement de l'innovation et avec vous, nous allons parler pour les entreprises innovantes qui mettent toute leur énergie dans le développement du CIR, du développement de l'entreprise justement, de pouvoir vous appuyer sur le CIR pour financer vos travaux de recherche. Mais ce dispositif phare, on le sait, reste parfois difficile à maîtriser. Alors, avant d'aborder ce sujet, on va peut-être, Guillaume, faire un focus entre la vie d'une entreprise d'un côté et la vie du CIR de l'autre. Alors, effectivement, quand on se lance dans l'aventure crédit d'impôt recherche, on peut croire au début qu'on va gérer une année de CIR par une année de CIR. Or, le cycle de vie du crédit d'impôt recherche, calé sur l'année civile, se complexifie au fur et à mesure des années. Donc, en année N, si on va juste parler de la qualification des travaux R&D, l'année d'après, il faudra déclarer, imputer ou utiliser le crédit d'impôt recherche, commencer la documentation et la justification, et puis commencer à regarder les travaux de l'année. Et puis, plus on va avancer dans le temps, plus on va augmenter le nombre de strates, de points de détail, d'actions à réaliser pour aller qualifier et justifier les crédits d'impôt antérieurs, les dépenses de l'année, et puis aussi avoir une visibilité sur les crédits d'impôt ultérieurs. Donc c'est ce scope de compétences assez complexe, assez étendu, qu'on vous propose de décrypter aujourd'hui, et puis de bien réfléchir les points d'attention fondamentaux sur lesquels il faudra focaliser vos efforts pour avoir un processus qui soit le plus fluide possible. Alors, pour voir un petit peu le sommaire que nous vous proposons aujourd'hui, ce webinaire a pour but de répondre à vos interrogations, à vos préoccupations. Fabrice et Guillaume vont aborder les points clés à mettre en pratique pour gagner du temps, donc sur la gestion de votre crédit d'impôt recherche, qui permettra entre autres de vous concentrer sur les projets prioritaires de votre entreprise. Alors au sommaire de ce webinaire, le mode de sélection des projets au titre du crédit impôt recherche, quels sont les réflexes pour cartographier au mieux les activités de R&D éligibles, quelles sont les bonnes pratiques pour assurer la meilleure justification scientifique et technique, l'obtention du CIR et comment maximiser le levier CIR, le contrôle fiscal, comment le préparer pour rester serein et gagner du temps. Enfin, quelle montée en compétences pour vos équipes. Soyez autonomes et gagnez du temps sur la gestion de votre CIR. C'est le sujet d'aujourd'hui, le sujet de ce webinaire, un webinaire qui se veut interactif. N'hésitez pas à poser vos questions en utilisant la fenêtre de chat qui apparaît à droite sur votre écran. Je vous conseille de poser vos questions au cours de ce webinaire pour que nous ayons le temps d'y répondre. Je vais y arriver. Nous démarrons avec Fabrice. On parle d'améliorer le processus de gestion du CIR, très bien, mais où commence-t-il ce processus? Alors le processus, il commence avant tout par la sélection des projets éligibles et notamment par la maîtrise, on va beaucoup parler de ça ce matin, des risques et des opportunités qui sont liés à l'éligibilité crédit d'impôt recherche R&D ou crédit d'impôt innovation qui font partie tous les deux du même dispositif. Donc du coup, ce qu'il faut revenir, c'est aux sources de ces définitions et donc définir les périmètres qui sont concernés par ces deux dispositifs. Alors le CIR, il est centré donc sur la recherche et le développement, et plus particulièrement sur trois notions qui sont la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Alors, quelques rappels sur ces définitions. La recherche fondamentale, c'est quoi? C'est concourir à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels pour les organiser au moyen de théories interprétatives ou de schémas explicatifs. Traduction, c'est de la recherche de haut niveau, plutôt académique et plutôt du ressort d'organismes publics que privés. C'est une part minoritaire des déclarations de crédit d'impôt recherche. La recherche appliquée, elle, consiste à trouver des applications de la recherche fondamentale. Dans ce cadre, on est encore assez éloigné du marché et donc de l'évaluation d'un concept dans un environnement réel. C'est une typologie qui est moins rare que la recherche fondamentale, mais qui reste quand même minoritaire au regard de la troisième définition, qui est celle du développement expérimental.
définition là pour laquelle il s'agit de réunir les informations techniques nécessaires pour la prise de décision technique en vue de produire de nouveaux procédés, produits, matériaux, services, ou d'améliorer substantiellement, c'est-à-dire de manière prononcée, des produits, procédés, services qui existeraient déjà. Le développement expérimental, c'est une notion importante qu'il faut retenir, s'exécute en principe à l'aide de prototypes ou d'installations pilotes. Donc ça, c'est pour le CIR, point de vue recherche-développement. Le CIR, point de vue innovation, autrement appelé C2I, donc lui concerne les opérations de conception de prototypes ou d'installation pilote de nouveaux produits. Et c'est cette notion de nouveaux produits qui est capitale dans la mesure où elle exclut de fait les innovations de procédés, de services, d'organisation commerciale. Là, le C2I, on ne parle que de nouveaux produits. Et l'objectif du C2I, en fait, c'est donc de prendre en compte la création de nouveaux produits faits à partir de prototypes, en ayant en tête que l'objectif, c'est d'améliorer une performance sur l'un des 4 plans prévus par le dispositif, qui sont les fonctionnalités, les performances techniques, l'ergonomie ou l'éco-conception. Alors, ce qu'il faut retenir de ces éléments, c'est que les 3 définitions de la R&D éligible au sens du CIR ont en commun d'accroître pour la partie R&D l'état de l'art, donc les sommes des connaissances scientifiques et techniques au démarrage du projet, et pour le C2I, il s'agit de mettre sur le marché un nouveau produit, mais sans forcément accroître l'état de l'art accessible, donc l'état de l'art technologique. Alors, si on regarde d'un peu plus près la catégorie développement expérimental, qui est l'une des catégories les plus difficiles à aborder, à qualifier puis à justifier, on peut, par 4 sujets majeurs, 4 questions majeures, déjà se faire une première idée, un premier avis quant à l'éligibilité, c'est-à-dire la conformité du projet ou des travaux qu'on va regarder avec les dispositions et les critères du crédit d'impôt recherche. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est bien dans un projet de R&D, c'est-à-dire avec un objectif réel, technique, quantifiable à atteindre. Cette question, on peut y répondre avec deux éléments majeurs. Un, l'état du marché, c'est-à-dire l'état de maturité des concurrents, des technologies disponibles, des solutions qui sont déjà sur le marché. L'autre est par, d'un côté, les compétences, c'est-à-dire la qualification technique et scientifique des personnels qui vont intervenir sur ces projets, et aussi sur les ressources matérielles, les infrastructures, la structuration de l'entreprise pour des projets un petit peu ambitieux d'un point de vue technologique. Quand on a répondu à cette question, la deuxième, qui est quand même assez fondamentale, est-ce qu'il y a des difficultés scientifiques ou techniques qui émergent de ce projet, soit anticipées, soit qui apparaissent au fur et à mesure du projet. Bien sûr, répondre non à cette question est tout à fait rédhibitoire. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas déjà justifier que vous atteignez les critères et vous ne pourrez pas justifier scientifiquement que votre projet relève bien de la R&D. Par contre, si la réponse à cette question est oui, la question d'après qu'il faut se poser concerne vraiment l'état de l'art, des techniques et des connaissances qui vont être utilisées pour atteindre les objectifs préidentifiés pour ce projet. Il faut bien évidemment être capable de dresser un panorama très exhaustif de tout ce qui est disponible, et ce à l'échelle mondiale, et vraiment de justifier que rien de disponible accessible pour l'entreprise ne permettent de répondre à ces questions, à ces difficultés techniques, et nécessite vraiment l'engagement de travaux qui relèvent bien du développement expérimental. La dernière question, le dernier point, qui est aussi excessivement fondamental, concerne les connaissances, c'est-à-dire vraiment la capacité de l'entreprise à gérer de la connaissance et à l'utiliser pour aller lever les difficultés et les verrous qui ont été préidentifiés. Donc pareil, ce critère est aussi rédhibitoire, c'est-à-dire que si on a assez de solutions, si on a assez
de connaissances et qu'on peut les utiliser et assez rapidement par du développement classique arriver à un résultat satisfaisant, on ne pourra pas bénéficier du crédit d'impôt recherche. Par contre, si on identifie bien les connaissances manquantes, si les verrous, les incertitudes sont de nature à être bloquants pour finaliser le projet, alors à ce moment, on va tomber dans un projet éligible au crédit d'impôt recherche. Alors du coup, illustrons un peu la zone grise qui vient de ces différentes définitions. En fait, d'un point de vue de la R&D, la zone grise, elle va se situer entre qu'est-ce que c'est que le développement expérimental et qu'est-ce que le développement classique. Le développement expérimental, lui, peut être éligible, est éligible au titre du CIR R&D. Le développement classique, lui, va l'être dans l'innovation, pour autant qu'on met sur le marché un nouveau produit avec les définitions dont nous parlions avant. Du coup, il faut bien saisir la différence principale entre ces deux types de développement. Dans le cas du développement classique, aucune difficulté de nature à faire progresser l'état de l'art technique, technologique, n'intervient. Au pire, on va rencontrer des problématiques d'organisation ou de planning. Là où le développement expérimental va demander un élément de nouveauté, la dissipation d'une incertitude technique et la mise en place d'une réelle démarche expérimentale, le développement classique, lui, va soit utiliser directement des connaissances de l'état de l'art, soit adapter ces dernières, mais sans activité inventive pour parvenir à l'objectif fixé. Alors cependant, il faut retenir que si le développement classique, c'est ce que je disais tout à l'heure, est incompatible avec le CIR, il peut l'être avec le C2I. En effet, on peut concevoir un nouveau produit au sens du C2I en faisant appel à une logique de développement routinier. Alors du coup, pour gérer le process de crédit d'impôt recherche dans le cadre de la sélection des opérations éligibles, il faut avant tout maîtriser les risques et les opportunités qui sont liées à la valorisation d'un projet pour le CIR. Pour cela, il convient d'évaluer pour chaque opération réalisée si 1. Quelle est la portée en termes R&D de l'opération? 2. Est-ce que l'opération apporte une contribution non négligeable à l'état de l'art existant? 3. Est-ce que l'opération permet de lever un verrou scientifique? 4. Suit-elle une réelle démarche de R&D ou relève-t-elle d'un simple développement routinier? Et enfin, 5. Quelles sont les connaissances nouvelles que l'opération contribue à apporter? Merci, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant la fenêtre de chat. Sur votre écran, on a vu l'éligibilité. Comment on passe maintenant de l'éligibilité à la justification, Guillaume? Alors, effectivement, c'est un sujet aussi fondamental. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, en quelque sorte, synchroniser les activités de R&D avec les obligations de justification du crédit d'impôt recherche. Ça veut dire qu'il va falloir passer d'un projet qui est piloté sous un angle industriel, produit, économique, à un projet qui va être présenté sous un angle très scientifique et technique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, il faut s'affranchir de la vision industrielle et de la vision produit. C'est-à-dire qu'il faut décomposer le sujet du projet de R&D dans ses composantes les plus élémentaires d'un point de vue technique. Ensuite, une fois qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien tous ces composants vraiment techniques, on peut reconstruire par fonction technique l'axe R&D, la porteuse R&D du projet, pour finalement bénéficier à la fin d'une vision qui soit beaucoup plus scientifique et beaucoup plus R&D. Tout ceci va contribuer à la justification, à monter le dossier de justification scientifique du crédit d'impôt recherche, dont le formalisme, dont la démonstration est fixée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc une trame qu'il faut quand même respecter. Donc cette transposition d'un monde vraiment très économique industriel vers une dimension très technique et scientifique est impérative d'un point de vue justification. Le deuxième volet aussi scientifique, il va falloir traduire des ressources humaines et matérielles en dépenses au sens du crédit d'impôt recherche, en dépenses R&D, poste de dépense par poste de dépense, et aussi alimenter ce dossier de justification scientifique et financière du crédit d'impôt recherche. Alors, comment est-ce qu'effectivement on va alimenter ce dossier technique, comme vient de vous l'expliquer Guillaume? C'est avant tout au long de l'émission, en collectant et au final en consolidant l'ensemble des éléments de preuve de R&D. Cette démarche, elle va servir à démontrer en cas de contrôle que la réalité des travaux effectués et leur adéquation avec les critères d'éligibilité est réelle. Les pièces
activités vont servir à justifier les opérations retenues au titre de la R&D, mais également les dépenses prises en compte pour calculer l'assiette du CIR. Du coup, pour justifier les opérations de R&D retenues, on distingue deux typologies de documents. Tout d'abord, les documents à usage interne, avec à titre d'exemple et de manière non exhaustive, par exemple les cahiers des charges, les comptes rendus, les rapports d'activité qui sont faits en interne, ou encore les illustrations des prototypes réalisés. Ça peut être des photos ou des vidéos, par exemple. L'idée, c'est avant tout de ne pas se brider au cours de la réalisation des travaux et de la collecte des éléments, mais au contraire de conserver à chaque étape tout élément de preuve, quel qu'il soit, qui pourra venir étayer la justification. Au pire, il est préférable d'effectuer un tri entre toutes les pièces au terme du projet, plutôt que de s'apercevoir en cours de route que le projet n'a pas été assez documenté. Les pièces qui servent à la valorisation des résultats, c'est-à-dire celles qui peuvent avoir un usage extérieur, sont également particulièrement intéressantes. On va appeler ces éléments indicateurs de R&D, qui sont par exemple des publications, des brevets ou des articles. Nous y reviendrons dans quelques instants. Pour ce qui est de la justification des postes de dépenses, il est plus aisé d'indiquer a priori et précisément les typologies de documents qu'il sera nécessaire de fournir pour la justification en cas de contrôle. Je vais prendre deux exemples. Le premier qui concerne les frais de personnel, qui constitue le principal poste de dépense du CIR. Et sur ce poste de dépense, on peut citer les justificatifs qui sont liés au temps passé sur les opérations de R&D, les CV, les éléments de rémunération comme les fiches de paye. Là, l'objectif, c'est de justifier l'emploi d'une ressource, donc d'un personnel au sens du CIR, et sa rémunération qui est prise en compte pour le calcul de l'assiette de dépenses de personnel au titre du CIR. Autre exemple qui concerne les dépenses externalisées. Sur ce poste, il s'agit de justifier les dépenses retenues pour le CIR au titre des travaux qui sont sous-traités auprès d'un tiers. Dans ce cas, les éléments justificatifs peuvent être les contrats qui sont passés avec le sous-traitant, les factures ou encore les reportings et les rapports qui sont échangés avec le prestataire tout au long de la mission. Globalement, il s'agit d'être en mesure, grâce aux éléments de preuve que je viens de prendre en exemple, de justifier chaque euro retenu pour le calcul du crédit d'impôt. Alors, la justification du CIR, elle peut passer par la mise en avant de certains indicateurs de R&D. Le ministère de la Recherche, dans le cadre de ces demandes de justification, commence à demander de manière de plus en plus pressante, j'allais dire, aux contribuables de répartir les projets retenus au titre du CIR selon trois catégories définies chacune par la présence ou non d'indicateurs R&D. Alors la première catégorie, c'est celle des projets à indicateurs de recherche dits absolus. Ces indicateurs de recherche absolus, c'est par exemple des publications internationales, des communications en congrès ou encore des projets qui utiliseraient des personnels en thèse CIF. Seconde catégorie, c'est celle des projets à indicateurs de recherche importants, c'est-à-dire ceux qui font l'objet de publications de communication, cette fois-ci nationales, de réponses à des appels à projets européens ou nationaux, de dépôts de brevets ou encore de collaboration avec des organismes de recherche publics. Enfin, la dernière catégorie, c'est celle finalement pour laquelle il n'y a pas d'indicateur et pour le coup, il va falloir étayer au maximum ce qu'on appelle une synthèse technique, donc la description du projet, pour bien montrer que le projet répond néanmoins aux définitions de la recherche et développement éligible au titre du CIR. Alors, il faut quand même insister sur le fait qu'il n'y a aucune obligation pour un projet retenu au CIR de comporter un indicateur de recherche. L'indicateur de recherche, ça doit être un facilitateur de la démonstration d'éligibilité. Par exemple, un indicateur absolu, on peut assez facilement concevoir qu'il maximise les chances que le projet soit directement reconnu comme éligible par un expert. Alors, du coup, on peut tirer deux prismes de lecture des indicateurs. En premier lieu, la classification des projets en fonction des indicateurs permet de prévoir la charge et donc les ressources que le contribuable va devoir déployer pour justifier les projets sans indicateur de R&D. Un projet qui n'aura pas d'indicateur va forcément demander un effort de justification plus important que les projets pour lesquels il y aura un indicateur. Second prisme de lecture, on sent clairement par ce type de demande du ministère de la Recherche une volonté d'orienter les déclarants du CIR dans une démarche de valorisation des connaissances acquises,
grâce à leur effort de recherche. Il ne faut pas oublier que l'objectif du CIR, ça a notamment été souligné par le rapport de la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation en début d'année, c'est d'accroître les capacités de R&D des entreprises privées au niveau national. Donc, c'est de les faire aussi rentrer dans un cycle vertueux de valorisation de la recherche, et ça ne peut être que bénéfique pour les entreprises qui vont déclarer du crédit d'impôt recherche. Autre manière complémentaire d'envisager la justification des travaux, c'est par exemple d'évaluer les projets de recherche sur ce qu'on appelle l'échelle TRL. Alors là aussi, nos retours d'expérience nous montrent que certaines demandes de l'administration fiscale ou du ministère de la Recherche, dans le cadre des contrôles, requièrent que le projet examiné soit évalué sur l'échelle TRL. Ça reste pour le moment un type de demande assez sporadique, mais on peut raisonnablement penser que dans l'avenir, ça va se tendre à se développer, notamment si l'on considère que des appels à projets européens comme le programme H2020 ou nationaux comme les projets ANR demandent d'ores et déjà aux soumissionnaires d'évaluer les projets sous l'angle des TRL. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur ce que c'est que les TRL, hein, juste l'acronyme qui correspond à Technology Readiness Level ou niveau de maturité technologique. Et donc, c'est une échelle qui permet finalement de mesurer l'échelle, la maturité d'un projet au cours de sa vie. Comment est-ce qu'on peut résumer finalement l'utilisation de l'échelle TRL au regard du CIR? C'est que finalement, les niveaux sur lesquels ça ne va pas forcément poser beaucoup de problèmes, c'est les niveaux TRL1 à TRL3. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver sur plutôt une équivalence avec la recherche fondamentale ou la recherche appliquée, et que ce sont des niveaux qui sont directement définis dans les appels à projets H2020. Là où ça va devenir un peu plus compliqué, c'est sur la définition, la mise en regard de ces niveaux TRL avec le développement expérimental. Alors, de manière raisonnable, on peut considérer que sur les échelles 4 à 6, on se trouve bien dans le cadre du développement expérimental au sens du CIR. Par contre, qu'à partir du niveau numéro 7, on peut se retrouver dans une sorte de flou. Pourquoi? Parce que le TRL 7, c'est la démonstration d'un prototype du système dans un environnement opérationnel, et on pourrait concevoir qu'un expert considérerait sur ce niveau TRL que la technologie est déjà bien étudiée et les niveaux scientifiques sont déjà bien cadrés. Donc du coup, c'est au niveau du TRL 7, j'allais dire, une évaluation au cas par cas qui devra se faire sur les projets pour savoir si oui ou non ils seront éligibles au titre du CIR. Par contre, de manière assez claire, les niveaux 8 et 9 de l'échelle TRL ne pourront pas être repris parce que, pour le coup, la technologie sera considérée sur ces niveaux comme mature. En la matière, je vous renvoie à la lettre du financement de l'innovation qui a été publiée par Heming et que vous retrouverez sur notre site internet. Merci. Alors, on a identifié les projets, on est capable de les justifier. Maintenant, je veux transformer l'essai. Guillaume, moi, je veux obtenir mon CIR. Comment je fais? Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'étapes à respecter dans le cycle de vie du crédit d'impôt recherche. Le premier, bien évidemment, c'est de bien matérialiser la naissance du crédit d'impôt recherche via le formulaire 2069A. Ensuite, c'est-à-dire de bien traduire toutes les dépenses, tout l'effort R&D dans la déclaration. Ensuite, bien prendre l'option et la déclaration avec le relevé de solde d'IS. Ensuite, bien utiliser son crédit d'impôt, c'est-à-dire ne pas louper le coche sur des opportunités d'imputation, de restitution, et de bien suivre, alors déjà toutes les demandes de justification, mais de bien suivre aussi l'utilisation jusqu'à la prescription et jusqu'à la fin de la fenêtre de tir d'utilisation de ce crédit d'impôt. Alors, il y a plusieurs modalités d'utilisation du crédit d'impôt recherche que va maintenant nous détailler Fabrice. Alors, on vous a fait figurer en slide numéro 16, effectivement, ces différents types d'utilisation, alors plutôt dans l'ordre chronologique. Et l'utilisation finalement du CIR, elle commence avant même l'imputation par le mécanisme de ce qu'on appelle le préfinancement ou préfi-CIR. Donc ça, c'est l'appellation de la BPI. Le préfinancement, ça consiste à, avant l'imputation, estimer son crédit d'impôt recherche pour demander finalement à l'avance le financement de son CIR par un organisme bancaire. Il y a des conditions à respecter, c'est que peuvent demander ce préfinancement les PME
qui donc ont plus de 3 ans et ont déjà bénéficié par le passé du crédit d'impôt recherche. Ensuite, au moment de la déclaration, vous avez la possibilité d'imputer votre crédit d'impôt recherche. Donc là, finalement, vous venez diminuer votre impôt sur les sociétés de votre de crédit d'impôt recherche. Et ça, toutes les entreprises, c'est un petit peu le régime général du crédit d'impôt recherche, toutes les entreprises peuvent prétendre à cette imputation. Et c'est même une obligation, finalement, quand vous avez calculé votre CIR, vous venez imputer le CIR sur l'IS. Ensuite, lorsque vous êtes une PME au sens communautaire, vous avez la possibilité, lorsque vous n'avez pas pu imputer votre CIR sur l'IS, de demander le remboursement immédiat de la créance. Lorsque vous ne pouvez pas demander ce remboursement immédiat et que pour autant vous n'avez pas pu imputer votre crédit d'impôt recherche, vous avez la possibilité de mobiliser cette créance auprès d'un établissement bancaire. Vous avez aussi la possibilité, au cas où vous auriez la possibilité d'imputer le CIR sur des années ultérieures, de le faire, c'est-à-dire que vous pouvez imputer votre CIR N sur des CIR ultérieurs, N plus 1, N plus 2 ou N plus 3. Lorsque la créance devient restituable, vous avez la possibilité soit de l'imputer sur une échéance à venir, type TVA ou IFA, ou encore, et donc c'est la dernière modalité d'utilisation, de demander le remboursement de la créance, donc quand elle devient restituable, au bout d'un délai de 3 ans après la déclaration. Merci. De connaître le chat et on va y répondre à la fin de ce webinaire. Alors, on a bien compris qu'il faut être en mesure de pouvoir être capable de justifier le CIR jusqu'à sa prescription. Alors concrètement, on va aborder des choses qui fâchent, mais ça existe. Comment concrètement aborder le contrôle fiscal, Guillaume? Alors déjà, souvenons-nous qu'il y a deux organes majeurs qui ont vocation à contrôler le crédit d'impôt recherche. Donc d'un côté, l'administration fiscale, alors qui techniquement seule dispose du pouvoir de rectification, qui va être compétente sur la fiscalité, sur la finance, sur le droit, rarement scientifique, mais elle peut aussi demander des compétences internes pour qualifier des projets. C'est cet organe qui va émettre les propositions de rectification. Elle doit, bien évidemment, pendant toutes les opérations de contrôle, respecter le débat oral et contradictoire, et qui statue, dans certains cas, seule quant à l'éligibilité, c'est-à-dire sans faire appel à des tiers d'ordre académique ou scientifique. Alors, ces contrôles, ils peuvent prendre principalement trois formes. Soit on est dans le cadre d'une vérification de comptabilité, et à ce moment-là, l'organe vérificateur aura le loisir de poser toutes les questions qu'il veut sur le crédit d'impôt recherche. On peut être dans le cadre d'un contrôle sur pièce aussi, c'est-à-dire par une procédure écrite, demander aux contribuables de produire les plus grands les principaux points de justification et scientifiques et financières. Et on peut aussi être dans des demandes d'informations un peu plus précises, par exemple dans le cadre de demandes de remboursement, que ce soit sur du remboursement immédiat ou que ce soit sur le remboursement à l'issue de la période de 3 ans. La deuxième institution en charge de la vérification du crédit de recherche, c'est le ministère de la Recherche. Alors, il y a deux modes d'intervention, soit de son propre chef, donc il peut demander des comptes sur les crédits d'impôt recherche déclarés, puisque pour mémoire, au ministère de la Recherche doit être adressé un des feuillets 2069A du crédit d'impôt recherche, et émettre son avis qu'il transmettra à l'administration fiscale qui, elle, proposera des rectifications, ou il peut, sur demande de l'administration, dans le cadre de n'importe quelle opération de contrôle, être sollicité pour poser un avis sur des opérations de recherche ou sur des dépenses de recherche. Alors, les experts du ministère, ils sont très souvent universitaires, donc ils viennent d'un monde extrêmement scientifique, extrêmement amont sur de la R&D. Ils vont bien évidemment fournir un avis qui sera principalement technique. Ils ne sont pas tenus de tenir un débat oral et contradictoire au sens de la procédure fiscale. Et vous aurez affaire en centrale au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui-même, mais aussi en région.
Bon bah pardon, on a un petit souci technique, on a le micro qui s'est coupé, on va le reprendre. Alors on reprend avec vous Fabrice sur justement les principales remises en cause du CIR. Veuillez nous excuser de cette interruption involontaire, bien évidemment. Alors oui, effectivement, par rapport à cette interruption, je me permets de reprendre donc les trois motifs de remise en cause du CIR mis en avant par le rapport de la Cour des comptes. Le premier motif, c'est l'éligibilité des travaux R&D, avec trois faiblesses mises en avant: les défauts de documentation de l'aspect R&D, des états de l'art qui sont souvent absents ou compliqués à réaliser, notamment pour les projets informatiques ou pour les projets qui sont proches de la production industrielle, et enfin les difficultés de rédaction, de faire des dossiers techniques qui soient directement percutants pour vis-à-vis des vérificateurs. Sur la deuxième place donc, du top 3 de remise en cause, on trouve la qualification du personnel avec des difficultés dans les attributions R&D au sens du CIR, et notamment ce qui concerne la notion d'étroite collaboration entre les chercheurs et les techniciens, qui reste difficilement appréhendable. Enfin, sur la troisième marche donc, du podium des remises en cause, on retrouve les dépenses sous-traitées. Alors, de ce point de vue-là, on peut penser à tort que la seule délivrance de l'agrément par le sous-traitant rendrait l'ensemble des travaux que le sous-traitant va effectuer éligibles au CIR. Alors ça, c'est une idée qu'il faut battre en brèche. Pourquoi? Parce que les travaux sous-traités doivent correspondre eux-mêmes à de véritables opérations de R&D individualisées, et donc il faut les justifier comme s'il s'agissait d'opérations qui sont menées en interne par la société. Dans ce cadre-là, il faut que le déclarant conserve tous les éléments de preuve des opérations qui sont réalisées par le sous-traitant. Donc il faut se mettre dans l'optique de justifier les travaux sous-traités comme s'il s'agissait de ses propres travaux. Et donc dans ce qui suit, on va tenter de vous donner les clés d'une justification pertinente du crédit d'impôt recherche. Alors, que faut-il retenir finalement de la démarche de contrôle fiscal? Avant tout, il faut, c'est deux mots finalement qu'il faut retenir, c'est 1, l'anticipation, et 2, le dialogue. Alors, anticipation, en ce qu'il est nécessaire de devancer toute demande des administrations de contrôle. Et pour cela, ce qu'on peut vous conseiller, c'est à chaque déclenchement d'un contrôle ou d'une vérification par un organisme de contrôle, c'est de refaire un diagnostic de l'ensemble du dossier en se posant les questions suivantes. Est-ce que je dispose bien de toutes les pièces qui justifient des dépenses déclarées? Est-ce que mes dossiers techniques sont formatés selon les préconisations du ministère? Est-ce que j'ai fait figurer tous les indicateurs nécessaires à mes démonstrations? Ou encore, est-ce que j'ai suffisamment présenté ma société et ses capacités de R&D? Donc ça, c'est pour l'anticipation. L'autre mot-clé, c'est le dialogue. L'aspect du contrôle fiscal, ça peut assez légitimement faire peur aux contribuables. Pour autant, il faut garder la tête froide, notamment en se disant que si l'administration et le ministère de la Recherche ont professionnalisé leur approche de contrôle du CIR, les vérificateurs et les experts sont ouverts à l'échange avec le contribuable, et il ne faut pas hésiter à bénéficier de cet échange. Dans l'idéal, l'objectif cible, c'est bien entendu de pouvoir transmettre un document parfait et qui soit exempt de tout reproche dès la première demande de vérificateur, mais la vérification du CIR, ça peut dans certains cas se révéler un petit peu subjectif sous certains aspects, donc d'autres alternatives peuvent aussi être envisageables. Par exemple, demander la tenue d'une réunion de présentation spécifique au vérificateur afin de lui présenter les grandes lignes de la méthodologie de valorisation retenue, ou encore de proposer une visite sur site à l'expert du ministère de la Recherche en charge de l'expertise, parce qu'on sait par expérience qu'on fera passer beaucoup plus de messages à l'oral que par un dossier écrit. Bref, il faut être proactif, créer du lien et favoriser le dialogue pour être sûr qu'une information écrite ne soit pas mal interprétée, ou encore qu'aucune information importante n'aurait été oubliée dans la justification. Merci Fabrice. Imperturbable suite à cette petite interruption technique, veuillez encore nous en excuser. Alors on a bien compris tout au long de ce webinaire qu'il faut maîtriser un éventail assez large de petits détails qui, cumulés, vont avoir un point conséquent dans la gestion du CIR. Alors c'est pour cela qu'on a souhaité aborder dans ce webinaire la montée en compétence des équipes. Guillaume.
Alors, reposons-nous la question du scope de compétences qui doit être maîtrisé tout au long du cycle de vie et financier et scientifique du crédit d'impôt recherche. Donc on est bien d'accord qu'il faut pouvoir gérer ces deux volets, sur 3 grandes étapes: l'identification et la sélection des activités de R&D et des dépenses correspondantes, bien sûr opérer les bons traitements pour transformer ces projets R&D en postes des dépenses au sens du crédit d'impôt recherche, et finalement avoir une justification qui corresponde à la fois aux attentes du ministère de la Recherche et aux attentes de l'administration fiscale. Cette double approche et scientifique et financière induit que l'entreprise ait une stratégie R&D et une stratégie CIR qui soit claire, qui soit à long terme et surtout qui soit bien synchronisée. Alors, il faut aussi avoir en tête 2 éléments importants dans le cadre de la déclaration de votre CIR. C'est bien entendu, on l'a dit en début de webinaire, de gérer les risques et opportunités liés au CIR, mais aussi favoriser la communication entre la direction administrative de l'entreprise et la direction R&D. Et ça peut se faire grâce à des outils adaptés. Alors, on est en plein dans l'euro de foot, donc vous me permettrez un petit parallèle. L'objectif, c'est finalement de se passer le ballon et de faire les bonnes passes pour marquer le bon but. Ça sert. Comment est-ce qu'on va finalement procéder? C'est le scoring des projets de R&D avec la vérification du niveau scientifique, donc l'éligibilité du projet, et sa capacité de documentation. Ça va être la gestion des opportunités et des risques qui va se traduire, étape numéro 2, par ce qu'on peut appeler par exemple une matrice SWOT. La matrice SWOT, c'est finalement positionner l'ensemble des projets de l'entreprise sous la forme d'une matrice force, faiblesse, opportunité, menace. Ça doit être un outil d'aide à la décision autant pour la direction administrative et financière que la direction R&D, pour finalement se dire quels sont les projets pour lesquels je peux assez sereinement me dire que je peux les prendre dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Ça, c'est vraiment l'outil de communication finalement entre la direction financière et la direction R&D. Ça doit amener à quoi? Ça doit amener à pouvoir établir des options, donc la construction d'options au titre du CIR, pour se dire, voilà, moi je veux un CIR qui est sécurisé, donc je prends les projets qui vont être en force et je vais être sûr que mon CIR, je sois capable de le défendre pour finalement avoir le moins de discussions possible avec l'administration fiscale au cours du contrôle. Mais ça passe par quoi? Ça va passer par une étape numéro 4 d'arbitrage qui va permettre, en fait, entre direction administrative et financière et direction de R&D, de sélectionner le scénario qui va convenir à toutes les parties de l'entreprise. L'autre point à avoir en tête, c'est, en cas de vérification du CIR, aussi favoriser la communication entre les chercheurs de la direction recherche et développement, la direction financière et les organes de contrôle. Ça passe par 5 sortes d'étapes. On l'a dit tout à l'heure, diagnostiquer les forces et les faiblesses du dossier qui a été présenté au titre du CIR, améliorer éventuellement et si nécessaire avant la présentation aux organes de contrôle les éléments de justification, coacher le personnel technique et financier, c'est-à-dire préparer vos collaborateurs à rencontrer l'inspecteur de l'administration fiscale ou l'expert du ministère de la Recherche, clarifier et répondre à toutes les demandes étape par étape des administrations de contrôle, et en cas de remise en cause du CIR par l'administration fiscale, de ne pas hésiter à utiliser toutes les voies de recours et à se faire accompagner d'un conseil ou d'un cabinet d'avocats spécialisé, par exemple. Merci. Alors, en guise de conclusion, un petit récapitulatif. Alors, 5 points clés pour bien maîtriser son crédit d'impôt recherche de bout en bout et rester zen malgré les opérations de contrôle, malgré les évolutions jusqu'à la prescription. Le premier, c'est bien de maîtriser sa déclaration par une connaissance des risques et des opportunités des projets. Alors ça traduit quelque chose de très important qui est d'arbitrer la sélection des projets sur des critères, sur des composantes qui soient bien compatibles avec les attentes de l'administration fiscale et du ministère de la Recherche. Vous avez étudié vos projets, donc en étudiant les risques et opportunités de chaque projet. Le deuxième point d'achoppement, c'est de bien avoir en tête de préparer sa justification scientifique en amont
principalement au moment de la réalisation des travaux, et de collecter tous les éléments de preuve qui vont faire en sorte que vous saurez justifier à l'instant T l'ensemble des opérations retenues au titre du CIR. Il existe quand même une variété assez importante de moyens d'utilisation du crédit d'impôt recherche. Tous ces moyens, toutes ces opportunités doivent être intégrées à la stratégie crédit d'impôt recherche avec un cap, un élément fondamental qui est l'amélioration de la trésorerie et, comme on disait tout à l'heure, transformer l'essai du crédit d'impôt recherche. En cas de contrôle, n'hésitez pas à refaire un examen de votre dossier, diagnostiquer ses forces et ses faiblesses pour établir les meilleures stratégies de réponse vers les organismes de contrôle, administration fiscale ou ministère de la Recherche. Alors, coacher et former vos équipes, c'est bien évidemment leur assurer leur montée en compétences, mais c'est aussi apporter une meilleure synchronisation entre vos opérations de R&D, entre votre stratégie de R&D et vos déclarations de crédit d'impôt recherche, donc votre stratégie de crédit d'impôt recherche. Et c'est cette synchronisation qui va vous apporter la fluidité dans votre process et de votre gestion du crédit d'impôt recherche. Merci, messieurs, pour ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en utilisant la fenêtre de chat à droite de votre écran et nous allons pouvoir y répondre. Nous avons d'ailleurs quelques questions. Comment gère-t-on le turnover dans une PME, nous demande-t-on? Alors pour ma part, moi je conseillerais de gérer le turnover en calant au maximum la préparation de son dossier CIR, donc principalement la sélection des opérations pour le CIR, avec la réalisation de ces travaux. C'est-à-dire se dire on travaille en temps réel et non pas de manière désynchronisée. Le risque avec le dispositif CIR, c'est comme la déclaration se fait a posteriori, c'est-à-dire après l'achèvement des travaux, donc en décalé, le risque c'est de se dire bon, j'ai effectué mes travaux, mon CIR je le déclare en mai N+1, si on prend N comme année civile de réalisation des travaux, et donc je suis capable de justifier mon crédit d'impôt recherche au cours de l'année N+1. Je pense qu'il faut partir dans l'optique de se dire on justifie au fur et à mesure les travaux, au fur et à mesure où on les fait. C'est-à-dire au cours de l'année N, on collecte encore une fois tous les éléments de preuve, on les construit, on prend des photographies de ces prototypes, on met de côté tous les emails, tous les comptes rendus, tous les cahiers des charges, tous les résultats d'essais importants qui vont servir à faire la justification et qui vont faciliter ce travail de justification. Et ça doit normalement vous prémunir du turnover de vos équipes pour être sûr de ne pas perdre d'informations en cours de route. Alors, on a une autre question qui est un peu liée également, c'était dans toujours la partie pouvoir justifier les temps passés. S'il n'y a pas de suivi des temps, y a-t-il des solutions alternatives? Alors, oui, il peut y avoir des alternatives, c'est-à-dire que le pointage des temps passés en R&D n'est pas une obligation. L'instruction administrative au sens du CIR vous demande de savoir justifier, entre guillemets, avec précision et rigueur, les temps passés qui sont retenus pour le calcul des dépenses de personnel principalement. Mais il n'y a pas d'obligation de pointage. Par contre, il faut être aussi pragmatique. En pratique, lorsque vous allez être confronté à un contrôle fiscal, ce que va vous demander l'inspecteur de l'administration fiscale ou l'expert du ministère de la Recherche, c'est de pouvoir justement justifier précisément ces temps passés. Donc, il faut là aussi se faire des éléments de preuve. Un élément de preuve, ça peut être, par exemple, de se construire des temps, même a posteriori, à partir d'agenda des collaborateurs, ou demander au chef de projet de répartir des temps avec le maximum de justesse possible sur chacune des phases du projet auprès de ses collaborateurs. Là aussi, il faut être capable de mettre au regard chacun des temps passés qui ont été valorisés, donc retenus pour les collaborateurs au sens du CIR, avec des pièces justificatives. Donc ça peut être des temps, et il faut justifier ces temps en disant, voilà, monsieur Untel, il a passé tant d'heures sur telle phase parce qu'il a réalisé tel type d'opération, il a fait telles itérations, il a passé tant de temps à dépouiller les résultats, et voilà pourquoi nous avons mis tant d'heures sur cette partie de projet. Et on est capable, effectivement, de montrer les résultats et de montrer l'analyse qui en a été faite. Donc, si je résume, pas d'obligation de pointage, mais encore une fois, collecter la preuve, pouvoir faire des tableaux les plus proches possibles de la réalité des temps passés.
Il y a une question liée à l'obtention du CIR. Il y a eu, on a parlé justement des remboursements. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur les délais de remboursement et avoir quelques astuces? Alors, il y a finalement une partie de la réponse dans la question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de délai pour l'administration fiscale de procéder au remboursement, même si le remboursement est dit immédiat. Par contre, effectivement, il y a des moyens pour accélérer ce processus. Bon, déjà, c'est de faire la demande en temps et en heure, c'est-à-dire que quand vous êtes une PME au sens communautaire et que vous voulez prétendre à ce remboursement immédiat, le conseil, c'est de demander le remboursement immédiat directement dans le feuillet fiscal 2069A de déclaration au titre du CIR. Ceci étant dit, une fois que vous aurez fait cette déclaration avec la demande de remboursement, elle parvient à l'administration fiscale. Ce dont on s'aperçoit en pratique, c'est que assez régulièrement, l'administration fiscale fait, après cette demande de remboursement, ce qu'on appelle une demande d'information, c'est-à-dire qu'elle va demander au contribuable de justifier sa demande. Et là, le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être le plus précis possible dans cette réponse, c'est-à-dire quasiment de faire figurer dans la réponse à cette demande d'information un vrai dossier technique qui a été déclaré au sens du CIR. Donc ça, c'est le premier conseil, être exhaustif dans la réponse qui va être donnée à l'administration fiscale. Deuxième conseil, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le contrôle fiscal en pratique, c'est de favoriser le dialogue. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une demande d'information, ne pas hésiter à décrocher son téléphone, appeler le vérificateur, lui demander des précisions si la demande n'est pas claire. Une fois que la réponse à la demande d'information écrite est partie vers le vérificateur, le rappeler, lui demander si les pièces sont bien conformes à celles qui étaient attendues et ne pas hésiter à évoquer avec lui les délais qui sont prévus pour la demande de remboursement, sachant quand même que plus l'administration fiscale va prendre du temps pour effectuer ce remboursement de la créance CIR, plus les intérêts moratoires, qui sont normalement dus par l'administration fiscale aux contribuables, vont être importants. Donc l'administration fiscale n'a pas non plus intérêt à étendre le temps de remboursement. Merci, messieurs. Si vous souhaitez continuer à poser vos questions, vous pouvez contacter Karima Mebarek à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran. Karima, que nous remercions pour l'organisation de ce webinaire et de nous avoir dépanné pour le petit pépin technique. Vous recevrez également automatiquement par mail la présentation que l'on vient de vous animer. Prochain événement, le congrès des DAF, c'est la semaine prochaine, 7 juillet 2016. Hemming sera présent. Toutes les informations sur le site internet d'Hemming, hemming.com, site internet où vous pouvez, comme on l'a dit tout à l'heure, récupérer le guide de présentation de l'échelle TRL pour piloter votre R&D. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide concernant le contrôle fiscal du crédit impôt recherche. Et si vous êtes intéressé par le crédit impôt innovation, vous pouvez également télécharger le guide sur le site hemming.com. Merci messieurs. Fabrice, Guillaume, merci à vous, c'était vraiment intéressant et nous avons quelques questions également qui prouvent que nous avons été attentifs. On vous retrouvera bientôt sur le programme des webinaires d'Hemming. Merci à tous de votre attention et rendez-vous à la rentrée de septembre. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée.